Mademoiselle Louise est restée ce matin, tout le temps de la Sainte Messe, le visage enfoui dans ses mains. Au dernier évangile, j'ai bien remarqué qu'elle avait pleuré. Il est dur d'être seul, plus dur encore de partager sa solitude avec des indifférents ou des ingrats. Depuis que j'ai eu la fâcheuse idée de recommander au régisseur de Monsieur le Comte, un ancien camarade du petit séminaire qui voyage pour une grosse maison d'engrais chimiques, l'instituteur ne me salue plus. Il paraît qu'il est lui-même représentant d'une autre grosse maison de Béthune. C'est samedi prochain que je vais déjeuner au château, puisque la principale ou peut-être la seule utilité de ce journal sera de m'entretenir dans des habitudes d'entière franchise envers moi-même, je dois avouer que je n'en suis pas fâché, flatté plutôt. Sentiment dont je ne rougis pas. Les châtelains n'avaient pas, comme on dit, bonne presse au grand séminaire, et il est certain qu'un jeune prêtre doit garder son indépendance vis-à-vis des gens du monde. Mais sur ce point, comme sur tant d'autres, je reste le fils de très pauvres gens qui n'ont jamais connu l'espèce de jalousie, de rancune du propriétaire paysan aux prises avec un sol ingrat qui use sa vie envers l'oisif qui ne tire de ce même sol que des rentes. Voilà longtemps que nous n'avons plus affaire au Seigneur, nous autres. Nous appartenons justement depuis des siècles à ce propriétaire paysan, et il n'est pas de maître plus difficile à contenter, plus dur. Reçu une lettre de l'abbé Dupréty, très singulière. L'abbé Dupréty a été mon condisciple au petit séminaire, puis a terminé ses études je ne sais où, et, aux dernières nouvelles, il était procuré d'une petite paroisse du diocèse d'Amiens, le titulaire du poste malade ayant obtenu l'assistance d'un collaborateur. J'ai gardé de lui un souvenir très vivace, presque tendre. On nous le donnait alors comme modèle de piété, bien que je ne le trouvasse, à part moi, beaucoup trop nerveux, trop sensible. Au cours de notre année de troisième, il avait sa place près de la mienne, à la chapelle, et je l'entendais souvent sangloter, le visage enfoui dans ses petites mains toujours tachées d'encre, et si pâle. Sa lettre est datée de Lille, où je crois me rappeler qu'en effet, un de ses oncles, ancien gendarme, tenait un commerce d'épicerie. Je m'étonne de n'y trouver aucune allusion au ministère qu'il a vraisemblablement quitté pour cause de maladie, sans doute. On le disait menacé de tuberculose. Son père et sa mère en sont morts. Depuis que je n'ai plus de servante, le facteur a pris l'habitude de glisser le courrier sous ma porte. J'ai retrouvé l'enveloppe cachetée, par hasard, au moment de me mettre au lit. C'est un moment très désagréable pour moi. Je le retarde tant que je peux. Les maux d'estomac sont généralement supportables, mais on ne peut rien imaginer de plus monotone à la longue. L'imagination peu à peu travaille dessus, la tête se prend, et il faut beaucoup de courage pour ne pas se lever. Je cède d'ailleurs rarement à la tentation car il fait froid. J'ai donc décacheté l'enveloppe avec le pressentiment d'une mauvaise nouvelle, pis même, d'un enchaînement de mauvaises nouvelles. Ce sont des dispositions fâcheuses, évidemment. N'importe. Le ton de cette lettre me déplaît. Je la trouve d'une gaieté forcée, presque inconvenante, au cas probable où mon pauvre ami ne serait plus capable, momentanément du moins, d'assurer son service. « Tu es seul capable de me comprendre, dit-il. Pourquoi ? Je me souviens que, beaucoup plus brillant que moi, il me dédaignait un peu. Je ne l'en aimais que plus, naturellement. Comme il me demande d'aller le voir d'urgence, je serai bientôt fixé. Cette prochaine visite au château m'occupe beaucoup. D'une première prise de contact dépend peut-être la réussite de grands projets qui me tiennent au cœur et que la fortune et l'influence de Monsieur le Comte me permettraient sûrement de réaliser. Comme toujours, mon inexpérience, ma sottise et aussi une espèce de malchance ridicule compliquent à plaisir les choses les plus simples. Ainsi, la belle douillette que je me réservais pour les circonstances exceptionnelles est maintenant trop large. De plus, Madame Périgot, sur ma demande d'ailleurs, l'a détachée, mais si maladroitement que l'essence y a fait des cernes affreux. On dirait de ces taches irisées qui se forment sur les bouillons trop gras. Il m'en coûte un peu d'aller au château avec celle que je porte d'habitude et qui a été maintes fois reprisée, surtout au coude. Je crains d'avoir l'air d'afficher ma pauvreté. Que ne pourrait-on croire ? Je voudrais aussi être en état de manger, juste assez au moins pour ne pas attirer l'attention. Mais impossible de rien prévoir, mon estomac est d'un capricieux. À la moindre alerte, la même petite douleur apparaît au côté droit. J'ai l'impression d'une espèce de déclic, d'un spasme. Ma bouche se sèche instantanément, je ne peux plus rien avaler. Ce sont là des incommodités, sans plus. Je les supporte assez bien, je ne suis pas douillet, je ressemble à ma mère. Ta mère était une dure, elle m'a répété mon oncle Ernest. Pour les pauvres gens, je crois que cela signifie une ménagère infatigable, jamais malade et qui ne coûte pas cher pour mourir. Monsieur le comte ressemble certainement plus à un paysan comme moi qu'à n'importe quel riche industriel comme il m'est arrivé d'en approcher jadis au cours de mon vicariat. En 2 mots, il m'a mis à l'aise. De quel pouvoir disposent ces gens du grand monde qui semblent à peine se distinguer des autres et cependant ne font rien comme personne. Alors que la moindre marque d'égard me déconcerte, on a pu aller jusqu'à la déférence sans me laisser oublier un moment que ce respect n'allait qu'au caractère dont je suis revêtu. Madame la comtesse a été parfaite. Elle portait une robe d'intérieur très simple,
et sur ses cheveux gris une sorte de mantille qui m'a rappelé celle que ma pauvre maman mettait le dimanche. Je n'ai pu m'empêcher de le lui dire, mais je me suis si mal expliqué que je me demande si elle a compris. Nous avons ensemble bien ri de ma soutane. Partout ailleurs, je pense, on eût fait semblant de ne pas la remarquer et j'aurais été à la torture. Avec quelle liberté ces nobles parlent de l'argent et de tout ce qui y touche, quelle discrétion, quelle élégance. Il semble même qu'une pauvreté certaine, authentique, vous introduise d'emblée dans leur confiance, crée entre eux et vous une sorte d'intimité complice. Je l'ai bien senti lorsqu'au café M. et Mme Vergennes, des anciens minotiers très riches qui ont acheté l'année dernière le château de Rouvroy, sont venus faire visite. Après leur départ, M. le comte a eu un regard un peu ironique qui signifiait clairement « Bon voyage, enfin, nous sommes de nouveau entre nous ». Et cependant, on parle beaucoup du mariage de Mlle Chantal avec le fils Vergennes. N'importe. Je crois qu'il y a dans le sentiment que j'analyse si mal autre chose qu'une politesse, même sincère. Les manières n'expliquent pas tout. Évidemment, j'aurais souhaité que M. le comte montrât plus d'enthousiasme pour mes projets d'œuvre de jeunes gens, l'association sportive. À défaut d'une collaboration personnelle, pourquoi me refuser le petit terrain de la Trière et la vieille grange qui ne sert à rien, et dont il serait facile de faire une salle de jeu, de conférence, de projection, que sais-je. Je sens bien que je ne sais guère mieux solliciter que donner. Les gens veulent se réserver le temps de réfléchir, et j'attends toujours un cri du cœur, un élan qui réponde au mien. J'ai quitté le château très tard, trop tard. Je ne sais pas non plus prendre congé. Je me contente, à chaque tour de cadran, d'en manifester l'intention, ce qui m'attire une protestation polie à laquelle je n'ose passer outre. Cela pourrait durer des heures. Enfin, je suis sorti, ne me rappelant plus un mot de ce que j'avais pu dire, mais dans une sorte de confiance, d'allégresse, avec l'impression d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle que j'aurais voulu porter tout de suite à un ami. Pour un peu, sur la route du presbytère, j'aurais couru.